Kikou, ça roule? Si vous me suivez depuis un certain temps sur cette chaîne, vous aurez remarqué que je voue une passion totale pour les déchets organiques qui se transforment en matière trop stylée. Écoutez, y a pas de petite passion. On a parlé de lombricomposteur en appartement, de l'urine humaine utilisée comme engrais agricole, de compost de couche culotte. Très niche comme vidéo. Et aujourd'hui, sous vos yeux ébahis, nous allons parler de... Y a pas de suspense, vous avez lu le titre? Biogaz ou gaz vert, ça veut dire la même chose. Prout Écolo n'a pas été retenu, par contre, désolé, je comprends pas pourquoi. Je remercie dès maintenant ILEC de sponsoriser cette vidéo. C'est un fournisseur indépendant d'électricité verte et de gaz d'origine renouvelable, et on s'en reparle plus en détail un peu plus tard. Pour commencer déjà, c'est quoi la diff entre du gaz vert et du gaz naturel? Je sais pas pour vous, mais pour moi c'était pas très clair. Le gaz naturel, c'est un combustible fossile d'origine naturelle, principalement composé de méthane. Pendant des millénaires, les matières organiques comme les plantes ou les animaux morts se sont progressivement enfouis sous des couches et des couches de sédiments et de roches qui ont fini par donner des gisements super riches en méthane que nous extrayons. Donc le gaz naturel aujourd'hui, c'est une énergie fossile largement épuisée par nos consommations, mais qui en plus est une des principales causes du dérèglement climatique. Hashtag not cool. Le gaz vert de son côté, ou biogaz ou biométhane, est produit à partir de matières organiques telles que les déchets agricoles, les résidus alimentaires, les déchets verts municipaux, qui, une fois décomposés et passés dans un méthaniseur, vont se transformer en gaz. Bon, là je dégrossis rapidement le jambon, mais ne vous inquiétez pas, on va rentrer dans les détails techniques très vite. Avant, on a un petit problème. La France dépend à 99% de l'importation de gaz. Jusqu'au conflit avec l'Ukraine, la Russie était notre principal pourvoyeur de gaz naturel. Aujourd'hui, nos fournisseurs proviennent des States, de Norvège ou encore du Qatar. Dépendant à 99%, c'est chaud quand même. On parle du truc avec lequel on chauffe nos pâtes, nos maisons, puis entre nous, on n'est pas les derniers sur la production de déchets. C'est pas comme si ça manquait quoi. Alors concrètement, ça pourrait ressembler à quoi de produire notre propre biogaz? Est-ce que c'est une solution concrète pour remplacer les énergies fossiles? Eh bien, je vous embarque avec moi direction Savigny-sur-Bray dans le Loir-et-Cher pour partir à la rencontre d'une productrice de biogaz qui va tout bien nous expliquer. C'est parti! Et maintenant, coucou Delphine. Bonjour Ophélie. Où est-ce qu'on est ici et quel est ton métier? Nous sommes ici dans le Perche vendômois, près de la commune de Vendôme, dans le Loir-et-Cher. Et mon métier, c'est éleveur, producteur de lait. Donc j'ai des vaches laitières avec mon mari. Tous les jours, on les nourrit, on les traite, on s'occupe de leurs petits et on s'occupe de leur litière. Et cette litière, eh bien, on s'est dit collectivement à tous nos voisins, on a tous la même problématique d'avoir ces quantités sur les bras. Est-ce qu'il ne serait pas intelligent d'en faire quelque chose de vertueux? On a décidé tous ensemble de les retransformer, de les remettre en fermentation pour faire du gaz vert. Je suis donc la responsable de l'unité de méthanisation que nous avons créée et qui fonctionne depuis maintenant 5 ans. Tu es méthaniseuse? Je crois qu'on peut dire ça. On peut dire que je me la pète. C'est pas très clair encore pour moi. Est-ce que tu peux m'expliquer le process, le principe de la méthanisation? Alors on va faire un petit peu d'histoire. À l'époque préhistorique, autour de nous c'était une vaste forêt. Il y avait des dinosaures, il y avait des animaux, il y avait de la matière organique partout. Au fur et à mesure des temps géologiques, il y a eu des éruptions volcaniques, etc. La matière organique s'est retrouvée enfermée dans le sol à l'abri de l'air, en conditions anaérobie. La matière organique s'est transformée, a formé les énergies fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz naturel. Nous ici, eh bien, on fait en 70 jours ce que la nature a mis des millénaires à fabriquer. On va pas dire qu'on est plus intelligent, mais enfin on a compris qu'on n'avait plus trop le temps d'attendre les temps géologiques. Et donc on a la matière organique qu'on a, donc des effluents d'élevage, des pailles, des végétaux, qu'on fait fermenter à l'abri de l'air, à température donc 39 degrés, pour que la décomposition se transforme en gaz naturel. Est-ce que tu peux m'expliquer le circuit technique un peu de ce truc? J'ai du mal à me le figurer en fait. Ouais, je comprends bien. Parce qu'effectivement, on est en train de parler de végétaux, on est en train de parler de fumier, on est en train de parler de litière. On l'incorpore dans une trémie afin très rapidement d'en faire une espèce de boue. C'est-à-dire en fait, on remélange avec le jus de la veille, on fait une espèce de soupe. On fait un petit peu la cantine quotidienne des milliards de bactéries. Une soupe de caca.
Un peu ça. D'accord. Mais elles aiment ça. Chacun ses goûts. Oui, oui. On va dire que les bactéries, c'est ce qu'elles veulent. Elles veulent une matière organique fraîche. Nous, on s'occupe de l'incorporer tous les jours, de leur donner une ration, afin qu'après, pendant les 70 jours suivants, elles réussissent à le transformer en méthane. Et donc, à la fin, si j'ai bien suivi, on a à la fois d'un côté du méthane et un digestat, c'est ça? Oui, la matière se fait digérer. Une fois digérée, elle s'appelle digestat. Mais pendant toute cette phase de digestion, les bactéries dégazent, produisent le gaz. Nous, on utilise nos fumiers, donc à la base, on les utilisait pour fertiliser nos champs. Là, ils se retrouvent un petit peu transformés, c'est-à-dire liquéfiés, mais ils ont toujours la même utilité pour nous agriculteurs, puisqu'il y a juste un petit peu de carbone de partie. Mais toute la matière fertilisante, l'azote, le phosphore, la potasse, le soufre, tous les micro-éléments contenus dans la matière organique et l'humus, bien entendu, se retrouve répandu dans les champs, là où avant on mettait le fumier. Quelle est la différence entre un fumier, un compost et un digestat? C'est plus ou moins liquide, plus ou moins, plus ou moins séché et plus ou moins élaboré dans la fermentation. Voilà, une fois que je t'ai dit tout ça, il y a aussi des questions un petit peu réglementaires. Le digestat est un déchet, le compost est un produit. Au-delà des aspects réglementaires, etc., on est toujours dans le même domaine de la matière organique qui est nécessaire pour nourrir les sols, pour les rendre fertiles, augmenter la rétention en eau et apporter finalement une durabilité, une vie sur nos sols, puisque ça reste quelque chose de vivant, un digestat. Quand ça respecte les conditions de l'épandage, bien entendu, on est très contrôlé. Il y a des distances par rapport aux points d'eau, des distances par rapport aux habitations, des distances... Ça, bien entendu, c'est très très contrôlé. Qu'est-ce que le biogaz a apporté de positif dans tes activités? Ça change énormément du quotidien. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'arriver à l'aboutissement, parce que c'est vrai qu'en tant qu'éleveur, on a tous ces déchets, enfin tous ces effluents d'élevage qui sont pas la partie la plus sympa de notre métier. Et là, collectivement, donc avec les voisins, on a réussi à être sur quelque chose qui était assez nouveau, novateur. On vend une matière qui est recherchée. On a finalement concurrencé personne. On concourt quelque part à l'indépendance énergétique de la France. Ce produit irrigue l'économie locale. On a créé des emplois. On a 3 emplois directs, dont un ingénieur de la commune qui n'a pas eu à aller travailler à Paris, donc il peut rester dans le monde rural. On fait travailler les entreprises locales, des entreprises de maintenance, des entreprises de petite mécanique, enfin des gens qui avaient l'habitude de travailler auprès d'industriels qui des fois malheureusement quittent nos campagnes, donc retrouvent une autre forme d'activité. En fait, ce que tu as réussi à faire, Delphine, c'est de recréer un circuit court là où il n'y en a pas en fait dans le gaz naturel. Ouais, exactement. Le gaz naturel est largement importé. Le gaz naturel est dans des tuyaux, on ne le voit pas. C'est vrai que là, en campagne, on voit un méthaniseur, on se rend compte qu'effectivement, c'est une création de gaz à cet endroit-là. Et on peut beaucoup plus se rendre compte que c'est une marchandise créée en circuit court et qui participe à l'économie circulaire. Et est-ce que tu as une idée justement du nombre de foyers que vous arrivez à alimenter avec ce biogaz? À Savigny-sur-Bray, il y a à peu près 2000 foyers. On peut dire globalement que toutes les vaches de la commune alimentent les 2000 foyers de la commune. Ok. Par contre, désolée Delphine, mais il y a un point Christina Cordula dont il faut qu'on parle. Pourquoi à chaque fois qu'on parle de compost ou de méthaniseur, c'est toujours de couleur vert ou gris poubelle quoi? C'est vrai que c'est pas sympa, mais au moins c'est pas noir comme les digestats. C'est les normes des permis de construire et il faut que ça corresponde aux couleurs de l'environnement. Alors dans un environnement rural, il n'y a pas beaucoup de rouge, pas beaucoup de rose. On a de temps en temps le ciel bleu. Je conçois. Comment tu vois les choses dans le futur? Moi, je pense qu'on est encore vraiment qu'aux prémices des technologies. Je pense qu'on peut aussi optimiser les process et être plus efficient sur la production d'énergie, consommer moins d'électricité, améliorer aussi la digestion, parce que ça, on le voit très bien dans le domaine de la nutrition des élevages, la nutrition des méthaniseurs, ce sera à peu près les mêmes parallèles. Moi, je suis amoureuse de la science. Je crois que vraiment la science, on n'a jamais fini de trouver des améliorations et des développements. Et puis je pense qu'on pourrait aussi multiplier les utilisations du gaz. Je crois aussi par exemple demain nos machines, nos tracteurs, si on pouvait aussi être dans ce cercle local, circuit court, d'autonomie. J'en aurais pas assez de ma carrière. Je crois que même mes enfants, ils auront encore, voire mes petits-enfants, auront encore plein de choses à faire. Ouais. Merci pour tout Delphine, c'était passionnant. Reviens quand tu veux. D'accord. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Salut. Salut.
Ok, donc si on devait résumer les 3 principaux avantages du biogaz. 1. Il produit localement de l'énergie renouvelable. C'est un atout énorme pour sortir des énergies fossiles. On l'a vu, le process fonctionne dès aujourd'hui, et s'il se développe bien, peut créer des emplois non délocalisables. 2. Il permet de valoriser les déchets organiques sans piller les ressources naturelles. Comparé aux techniques d'extraction de gaz naturel, il est clair que le biogaz émet moins de gaz à effet de serre. 3. La méthanisation produit aussi une alternative aux engrais chimiques grâce au digestat qui nourrit les plantes. C'est du 2 en 1 quoi, on a du gaz et de l'engrais naturel en bonus. On l'a vu, le dernier rapport du GIEC est sans appel, sans réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Tous les scénarios prédisent un réchauffement climatique d'au moins 2 degrés. Et ça, tous les experts s'accordent pour dire que ça va entraîner des trucs absolument abominables, tels que la montée des eaux, la fonte des glaciers, etc. Vous connaissez la musique. Abandonner les énergies fossiles pour basculer vers les énergies renouvelables est l'une des clés pour réduire nos émissions de CO2. Mais aussi les inégalités et les problèmes de santé qui en découlent. Chez ILEC, 100% de leur énergie produite est renouvelable, via l'éolienne, l'hydraulique, le solaire et la méthanisation. On peut connaître le nom de leurs 40 productrices et producteurs en France, et même leur rémunération, à savoir entre 34 et 45% sur la facture. ILEC est aussi labellisé Vervolt, qui garantit un approvisionnement français de l'énergie et une dimension à taille humaine des parcs. Alors actuellement, les énergies vertes ne peuvent évidemment pas recouvrir tous les besoins en énergie. Et il n'y a effectivement qu'un seul et même réseau de distribution. On ne choisit malheureusement pas l'énergie qui arrive chez soi. C'est vrai que c'est dur à percevoir, mais ça marche un peu comme les banques. Normalement, tu décides de placer ton argent dans une banque qui représente tes valeurs, et il y a clairement des banques plus ou moins portées sur l'écologie. Mais la finalité, c'est qu'on retire tous les mêmes billets au guichet. Vous voyez le parallèle? De son côté, ILEC s'engage à injecter une quantité d'énergie verte similaire à la quantité consommée par ses clients. Donc on participe forcément à augmenter la part des énergies renouvelables dans le gros tuyau commun, quoi. J'aimerais rappeler aussi que la vraie énergie verte est évidemment celle qu'on ne consomme pas. Ce n'est pas parce qu'on cherche des solutions pour sortir des énergies fossiles qu'il ne faudra pas réduire drastiquement nos consommations. Et ça, c'est pas juste une petite action individuelle, ça concerne aussi nos choix politiques. Ah, j'ai oublié, j'ai un code à vous refiler. Avec le code TAMERNATURE, ILEC offre 30 € de réduction sur la prochaine facture aux nouveaux clients. Attention, on va finir cette vidéo par les points de vigilance à bien garder en tête face aux potentielles dérives dans le développement du biogaz. Ces points sont extraits d'un article écrit par Fédération Nature et Environnement que je vous mettrai en barre d'infos. 1. La production de biogaz ne doit pas détourner les cultures agricoles d'une production alimentaire vers une production énergétique. En gros, faudrait pas que les agriculteurs se mettent à produire des aliments pour les passer direct en méthanisation, tout ça parce que c'est plus avantageux financièrement. En France, la réglementation plafonne à 15% ce système. Ça cadre un minimum les choses sur ce point, mais restons vigilants. 2. Il ne faudrait pas faire du biogaz une nouvelle caution verte pour l'agriculture industrielle et l'élevage intensif. À titre perso, je suis végétarienne, donc comprenez bien que je ne suis pas du tout à l'aise avec cette histoire d'exploitation animale. Là où je trouve que le dialogue est cool, c'est quand des éleveurs comme Delphine questionnent leurs pratiques et tendent à les améliorer. Comme d'hab, on favorise les circuits courts, les entreprises qui travaillent à taille humaine et les assos qui luttent contre ces dérives. 3. Oui, le biogaz est une solution pour traiter nos déchets organiques, mais il ne doit pas ralentir les démarches de prévention de ces déchets. La prio, c'est de réduire tout ce que l'on produit et que l'on jette. Et puis vive le compostage, TMTC. 4. Les risques associés à l'installation d'un méthaniseur doivent être réduits et maîtrisés au max. Ça veut dire ne pas laisser les producteurs travailler n'importe comment, en les encadrant, en les accompagnant, en les formant. Et puis les énergies, ça concerne tout le monde, donc impliquer les populations locales et les associations de protection de l'environnement quand un nouveau projet d'installation de production d'énergie déboule, c'est la base. Enfin, le digestat est un fertilisant intéressant certes, mais sa qualité va évidemment différer en fonction des matières organiques qu'on aura utilisées. Donc si on met des déchets verts bourrés de pesticides, on aura un digestat pollué aussi quoi. On n'a pas non plus encore suffisamment de recul sur l'usage à long terme de cette matière. France Nature et Environnement plaide donc pour une alternance d'épandage entre ce digestat et des matières non méthanisées, histoire d'avoir un sol à la vie microbienne toujours plus riche. Voilà, c'était dense. J'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route. C'était justement l'objectif de faire une vidéo plus longue sur ce sujet si complexe. Pouvoir nuancer des propos qu'on ne peut pas nuancer sur une vidéo d'1 minute. Hâte d'avoir vos retours, en toute bienveillance, comme d'habitude. Je vous embrasse fort. Plantez tout, plantez-vous. Love sur vous. Et vive le protécolo!